Bonjour, je m'appelle Chérif Sambou, chef de la division valorisation des produits de la pêche artisanale à la direction des pêches maritimes du Sénégal. Je suis aussi homologue principal du projet COPAO et je m'en vais vous entretenir de l'aperçu du guide de la cogestion des ressources halieutiques qui sera une finalité du projet COPAO à sa clôture. L'objectif du guide, nous allons le décliner en ceci. Il est là pour aider les gouvernements, les collectivités locales impliquées dans la gestion des ressources halieutiques à jouer un rôle approprié en collaboration avec les organisations de pêche afin d'assurer l'utilisation durable et efficace des ressources. À travers ce guide, les lecteurs visés ou les utilisateurs visés sont les praticiens responsables de la gestion des ressources halieutiques, notamment l'administration dans les gouvernements, tant au niveau central qu'au niveau local, mais aussi les organisations de pêcheurs. Et la nécessité d'une vulgarisation de cette cogestion dans nos pays environnements a deux raisons. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que les ressources sont migratrices, se déplacent au-delà des frontières et sont ciblées par une importante partie de la pêche. Les pêcheurs les suivent donc aussi fréquemment en se déplaçant d'une localité à une autre, tant dans le même pays, mais aussi en franchissant les frontières entre deux pays. Donc, ce qui veut dire que c'est des ressources migratrices, mais tout en ciblant ces ressources, il y a aussi une possibilité de cibler des ressources sédentaires à haute valeur commerciale. Ce recueil aujourd'hui des cas de cogestion ou ce guide est articulé en 4 chapitres. Le premier chapitre définit les activités de gestion, l'identification des activités de gestion, mais aussi la conciliation des intérêts des parties prenantes. Le deuxième chapitre, c'est l'établissement et le renforcement d'un système de mise en œuvre de la gestion des ressources. Le troisième, la mise en œuvre des mesures identifiées pour la gestion des ressources halieutiques. Le quatrième, non moins important, c'est le renforcement du rôle et de la capacité pratique des administrations en matière de cogestion. Dans le premier chapitre, portant sur l'identification des défis des activités de gestion des ressources halieutiques et la conciliation des intérêts des parties prenantes, ce chapitre permet de comprendre comment lancer des activités de gestion des ressources, comment sélectionner un site pour des activités identifiées, mais partager les problèmes rencontrés par les habitants et les communautés de pêcheurs, et enfin concilier les intérêts mutuels pour parvenir à des consensus forts selon la section suivante. Et dans cette section, l'identification des défis de la gestion des ressources est importante, la conciliation et la coordination des intérêts pour établir un consensus fort entre les parties prenantes est aussi important. Dans l'identification des défis de la gestion des ressources, il est important de voir ou de décrire comment organiser la représentativité des opinions et la volonté des populations afin de mettre en œuvre la gestion des ressources halieutiques en ciblant la pêche artisanale côtière. Et dans ce sens, il faut examiner en premier la structure organisationnelle de la gestion des ressources. Si elle n'existe pas, il faut la créer. Si elle existe, en deuxièmement, il faut former et réorganiser cette organisation si nécessaire, mais aussi renforcer l'organisation dans les activités quotidiennes de gestion de la ressource. Pour le cas du Sénégal, nous avons le Conseil local de la pêche. Dans d'autres localités, ça peut être une autre organe, mais au moins, c'est d'en identifier. S'il y en existe une organisation, de la conforter, la réorganiser et pouvoir accompagner ces activités. Dans la coordination des intérêts ou la conciliation des intérêts et l'établissement des consensus, c'est d'abord d'identifier les parties prenantes, créer une opportunité de conciliation des intérêts, mais aussi créer une plateforme de coordination des intérêts et ensuite chercher les consensus forts. Voilà la démarche qui a été identifiée dans ce guide de la cogestion. Et en cela, il prend en compte les parties prenantes, autant au niveau local qu'au niveau migratoire, pour intégrer les pêcheurs migrants, nous y reviendrons. Dans le chapitre 2, il définit comment renforcer, établir et renforcer le système de mise en œuvre de la cogestion des ressources selon les sections suivantes. 1. C'est la mise en place et le renforcement des organisations de gestion des ressources, la formation des leaders des parties prenantes
de villages de pêcheurs, si ça concilie plusieurs villages, le renforcement de la collaboration entre plusieurs villages de pêcheurs, l'implication des pêcheurs migrants est une chose très importante. Et ensuite, le renforcement de la collaboration au sein de la chaîne de valeur est aussi important. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le pêcheur directement lié avec la ressource, mais les industriels, les transformatrices, le consommateur peut même être une partie prenante dans la chaîne de valeur. L'obtention de gestion de fonds et la gestion des fonds pour les activités de cogestion. Parce que les activités de cogestion ont un coût. Aujourd'hui, organiser et aider cette organisation mise en place pour l'obtention et la gestion de ces fonds par rapport à la gestion des ressources. Deuxièmement, la mise en place et le renforcement d'une organisation de gestion. Je disais tantôt, aujourd'hui, cela peut être une organisation qui émane des populations afin de mettre en œuvre des activités de cogestion ou de la communauté dans la pêche artisanale. Mais pour cela, il faut examiner la structure organisationnelle de gestion des ressources. Chez nous au Sénégal, c'est le Conseil local de la pêche. D'autres part, si ça n'existe pas, il faut le créer, ou un comité ou une organisation. Mais former aussi, réorganiser cette organisation, si elle existe, de gestion de la ressource, renforcer l'organisation des capacités au niveau des activités quotidiennes. On l'a dit tantôt. Mais sur le point 2, la formation des leaders des parties prenantes des villages de pêcheurs est très importante. Parce que là, aujourd'hui, elle permet de mettre en place au niveau des leaders et de déterminer leur rôle. Le renforcement de capacités des leaders par la formation, l'amélioration des capacités des leaders par la pratique, mais renforcer leur capacité de leader en tant que source ou hub d'information. Pour le renforcement et la collaboration entre les villages de pêcheurs. Les acteurs qui prendront la tête de la gestion des ressources en collaboration avec plusieurs villages de pêche devraient être de différents groupes professionnels. Au Sénégal, c'est déjà le cas parce que dans le Conseil local de pêche, il est défini en termes de collège de pêcheurs selon le type de pêche ou selon l'activité de pêche commune. Mais au départ, il est probable que ce soit des membres d'une organisation qui peuvent prendre l'initiative ou d'une catégorie de pêche qui prend l'initiative de la gestion des ressources. Premièrement, il faut fournir l'opportunité de pouvoir discuter des questions liées à la collaboration entre les localités. Clarifier le champ de collaboration et partager les connaissances des enjeux, mais aussi commencer la collaboration lorsqu'elle est réalisable. Assurer aussi davantage les résultats de cette collaboration par arrêté. Supposons aujourd'hui que des villages s'entendent sur un consensus pour gérer une ressource. Il est bon que l'administration qui accompagne cette gestion de la ressource en prenne des actes, notamment des arrêtés ou des décrets pour pouvoir formaliser pour ceux qui sont entendus en termes de consensus fort par rapport à des mesures de gestion de la ressource. Le quatrième aspect que je disais non moins important, c'est l'implication des migrants. En fonction de des diverses relations sociales dans la localité, le caractère et la position du pêcheur migrant et les relations entre les populations locales diffèrent. Dans ce cas de figure, le pêcheur migrant qui est installé, par exemple, depuis des années dans la localité, et sera aujourd'hui le tuteur des autres pêcheurs qui viennent pour des périodes saisonnières et selon cela. Donc, ce qui fait, au Sénégal, par exemple, nous avons identifié deux types de pêcheurs migrants. Celui qui est venu, qui finalement est devenu résident, qui accueille l'autre qui est venu juste pour une campagne et partir. Donc, dans l'implication des migrants, il faut inviter les représentants des pêcheurs migrants en tant que membres de l'organisation de gestion de la ressource. Mais planifier les activités de gestion des ressources de manière participative en y incluant le pêcheur migrant. Je rappellerai que, en fait, aujourd'hui, l'objectif du projet, c'est de faire de la cogestion, mener des activités pilotes en impliquant les pêcheurs migrants. Mais en le faisant, il faut sélectionner des leaders dans les activités de gestion de la ressource humaine, de la ressource halieutique, parmi les pêcheurs migrants. Mais comprendre l'effet de leur inclusion dans le processus de gestion de la ressource pour améliorer les mesures. Parce que nous avons remarqué que souvent, quand ils ne sont pas impliqués, ils peuvent enfreindre les réglementations ou les consensus forts, ce qui est source de beaucoup de conflits qu'on a gérés par le passé. Le renforcement de la collaboration au sein de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, les organisations de la ressource doivent travailler avec l'administration, comme on l'a dit, qui est une partie prenante de la cogestion, pour organiser des réunions avec des entreprises ayant un intérêt pour avoir une activité de gestion de la ressource
de façon d'établir une relation gagnant-gagnant entre le pêcheur et les entreprises de pêche. Au Sénégal, nous l'avons réussi, par l'exemple, en impliquant les entreprises dans la gestion du plan de gestion, par exemple, du poulpe. Mais pour cela, c'est de trouver des entreprises partenaires, leur demander de coopérer pour les activités de cogestion. Rechercher les moyens de construire des relations gagnant-gagnant entre les pêcheurs et les industriels. Mais demander officiellement une collaboration concrète entre les entreprises et les acteurs de la pêche. Au Sénégal, nous l'avons réussi avec le poulpe. Quand on a eu à travailler sur le poulpe pour améliorer la qualité du poulpe, de la capture jusqu'à la commercialisation, nous avons impliqué les industriels pour aujourd'hui la gestion du poulpe. Comment? On les a invités d'abord à participer à l'immersion des pots à poulpe qui sont destinés à une régénération de la ressource, à participer à appuyer les mareyeurs et les pêcheurs dans la conservation du poulpe. Au lieu de le tremper, de le mettre dans des sachets avant de le mettre sous glace, ils ont fourni ces films pour pouvoir conserver le produit, mais aussi des contenants en termes de boîtes de polystyrène pour vraiment améliorer la qualité du produit du poulpe du Sénégal au niveau du marché international. L'obtention de fonds pour les activités de cogestion. Les organisations de gestion elles-mêmes doivent pouvoir mener des activités génératrices de revenus pour recevoir le soutien du gouvernement, d'autres bailleurs, mais aussi mettre des mécanismes pour recevoir des fonds de coopération des organisations concernées. La gestion des fonds par le biais des activités propres de l'organisation sont très importantes. Mais aussi pour ces mécanismes, il faut utiliser le soutien institutionnel du gouvernement. L'obtention de fonds de parrainage à travers les entreprises partenaires de la cogestion, comme on l'a fait au Sénégal avec le poulpe, mais aussi renforcer les capacités de gestion des fonds au niveau des organisations de gestion de la ressource, de gestion des ressources halieutiques. Pour la mise en œuvre des mesures de gestion, là aussi c'est très important d'y revenir parce que ces mesures basées sur les défis de la situation actuelle à clarifier, mais les mesures visant à résoudre ces causes de conflit entre les pêcheurs doivent être assurées dans la durabilité de la gestion de la ressource pour améliorer une gestion de la pêche en fait. Comme type de mesure, nous pouvons en avoir de différentes sortes. Aujourd'hui, l'ajustement de l'effort. Au Sénégal, nous avons l'expérience lors de la période de surproduction, par exemple, de sardinelles. Il y a un contingentement qui est fait au niveau des pêcheurs. Une partie va un jour, l'autre partie va le lendemain. L'autre aspect, c'est sur la ressource. Permet le recrutement de nouvelles espèces, de nouvelles ressources. C'est comment? En fait, permettre un repos biologique pour le poulpe, si parfois il est grainé, selon l'espèce, ou bien si on remarque qu'il y a de petits individus qu'on les permet de courage jusqu'à la taille de première maturité sexuelle avant de les exploiter. Mais aussi l'amélioration de l'habitat des ressources halieutiques par l'immersion de récifs et aussi une activité qui peut être une mesure à prendre peut-être en matière de gestion des ressources. Mais cela peut concerner un quatrième facteur qui est très important, l'activité de surveillance et de contrôle de toutes ces mesures qu'on a prises. Les mesures visant à renforcer la durabilité de la gestion des ressources sont à vraiment bien réfléchir. Parmi celles-là, nous pouvons citer l'amélioration de la valeur ajoutée des produits, l'introduction de ressources alternatives de revenus. D'autres alternatives de revenus, ça peut être peut-être par l'agriculture, l'élevage ou une autre activité qui permet de combler le gap qu'on s'est créé en observant des mesures de gestion de la ressource. Mais introduire des mesures de motivation des participants à la cogestion. Voilà consacré un peu en ce point 3.2, les mesures qui pourront renforcer la durabilité de la gestion des ressources. Sur l'ajustement de l'effort, je l'ai dit tantôt, il existe certains nombres de façons d'ajuster l'effort, comme l'utilisation du nombre de filets. On peut réduire le nombre de filets à utiliser par pêcheur, ou bien le nombre d'hameçons à utiliser, ou la taille de l'hameçon qu'on doit utiliser. Ça permet de réduire un peu les heures ou de réduire les heures d'opération en mer. Nous présentons ici des procédures de mise en œuvre des méthodes et les méthodes les plus ajustées pour ajuster l'effort. Élaboration d'un plan d'activité de l'ajustement de l'effort avec les organisations concernées, mais développer des règles d'ajustement de l'effort de pêche. Comme j'ai dit tantôt, au Sénégal, nous avons reçu parfois le contingentement des acteurs au niveau de la pêche artisanale avec la pêche de la sardinelle. Quand il y a forte production, on fait un contingentement au niveau de différentes plages. Pour le recrutement des nouvelles ressources, il existe beaucoup de façons d'encourager le recrutement de nouvelles ressources.
D'une part, c'est la protection des géniteurs reproducteurs, ou bien par la protection d'aires marines protégées des ressources, ou bien des zones à pêche limitée, ou la création de frayères, et d'autre part, la protection des poissons immatures de petite taille. Pour cela, il faut comprendre la topographie de la côte et la distribution des ressources côtières, mais aussi développer des plans d'activité pour favoriser le recrutement de nouvelles espèces ou de nouvelles ressources, mais établir un calendrier des activités et des règles de mise en œuvre et obtenir la compréhension des parties prenantes. Pour l'amélioration de l'habitat, ça peut concourir à quoi? L'établissement de zones de pêche protégées, de zones de pêche limitées dans le but de préserver les lieux de croissance des juvéniles, ou bien la création de lieux de croissance par des récifs artificiels ou la plantation de mangroves dans certaines zones de nurserie. Et pour cela, il faut bien préparer une carte des ressources de la zone cible, mais formuler un projet de plan d'activité pour l'amélioration de l'habitat des ressources, impliquer le projet de plan d'activité aux habitants, mais aussi obtenir leur compréhension et leur coopération, ce qui peut découler des consensus forts qu'on a définis tantôt. Sur les activités de surveillance et de contrôle, si les mesures de gestion des ressources, telles que l'ajustement de l'effort, le recrutement de nouvelles ressources, l'amélioration de l'habitat, sont planifiés et mis en œuvre, les résultats de la gestion des ressources ne peuvent être assurés si les pêcheurs illégaux, sans scrupules, sévissent dans les eaux. Donc pour cela, en premier, il faut clarifier la responsabilité et le rôle des activités de surveillance, de contrôle, en consultation avec les autorités administratives. C'est le cas du Sénégal aujourd'hui. Nous faisons de la surveillance participative. Les agents de l'administration et les pêcheurs vont ensemble pour une surveillance participative. Mais développer et mettre en œuvre des procédures pour les activités de surveillance et de contrôle. Partager la situation des activités de surveillance, de contrôle avec l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'État, mais établir aussi l'autorité de contrôle. Pour l'amélioration de la valeur ajoutée, là, cela implique comment faire pour amener une valeur ajoutée aux produits de la pêche pour stabiliser la gestion familiale du pêcheur lorsque les prises sont limitées avec la gestion durable des ressources. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'engager dans la gestion des ressources en se limitant ou en se privant de certains droits de pêche, ce qui entraîne une baisse de revenus, mais il faut toujours faire tout pour valoriser les produits capturés pour en avoir un prix vraiment très élevé. Et pour cela, identifier les défis et cibler les activités à entreprendre est très important. Élaborer et mettre en œuvre un plan de formation, mettre en œuvre des mesures d'amélioration de la valeur ajoutée. Comment? Par le traitement des captures, amélioration des traitements de capture, l'amélioration de la qualité des installations des sites de débarquement, qui est très important, mais l'amélioration sur la valeur ajoutée de la transformation artisanale des produits de la pêche par les femmes. Et définir une stratégie de vente et de commercialisation pour avoir une certaine plus-value à la valeur ajoutée. Quant à l'introduction des ressources alternatives au niveau des revenus, les administrations et les bailleurs peuvent apporter un soutien financier important en fonction des besoins des habitants du village de pêcheurs afin de réduire l'impact négatif des activités de gestion de la ressource sur la famille du pêcheur, mais aussi d'assurer la durabilité des activités de gestion de la ressource. Et pour cela, il faut discuter des idées d'activités génératrices de revenus alternatives, mais sélectionner les activités pour des ressources alternatives de revenus et décider d'un groupe de mise en œuvre et d'un budget. Élaborer et mettre en œuvre le plan d'activité, mais faire le suivi régulier sur les activités et trouver des solutions aux problèmes. Sur l'introduction des mesures visant à renforcer la motivation, en particulier si les résultats des activités de gestion des ressources ne sont pas visibles immédiatement, il est difficile de maintenir la motivation des participants. Il est donc important d'introduire des mesures pour renforcer la motivation des personnes impliquées à poursuivre les activités sans être insatisfaits, afin de revitaliser continuellement
les activités de gestion des ressources. Et pour cela, il faut augmenter la volonté, clarifier la motivation, créer des mécanismes d'entretenir l'envie d'agir. Au Sénégal aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur le statut du surveillant pêcheur qui va en surveillance avec l'agent de pêche pour en définir un statut et voir comment prendre en charge sa situation par rapport à cela. L'élaboration du suivi de plan de gestion des ressources. L'objectif de cette section, c'est de voir comment combiner les mesures spécifiques de gestion des ressources et visant à renforcer la durabilité de la gestion des ressources. Cela en fonction de la situation et des besoins du terrain. Exemple 1, pour un premier cas, élaborer un plan de gestion des ressources en poulpe provisoire. Ça a été le cas du Sénégal. On a abouti dans un plan d'aménagement pour le poulpe. Mais mettre en œuvre continuellement la promotion et la sensibilisation du plan de gestion des ressources. Faire un suivi régulier de l'évolution de la mise en œuvre du plan de gestion des ressources, mais revoir le plan des ressources environ 1 an après sa mise en œuvre et le réviser s'il y a des problèmes. Encourager l'option du plan de gestion des ressources par un arrêté. Parce qu'aussi, nous avons dit que l'implication de l'administration est très importante. Elle doit pouvoir nous aider quand les gens s'entendent sur un consensus fort et ce plan, qu'on le soumette sous un acte administratif de gestion par un arrêté ou un décret. Aujourd'hui, nous parlerons un peu du rôle central de l'administration par le renforcement des capacités pratiques de l'administration. C'est un chapitre très important pour l'implication de l'administration. Parce qu'aujourd'hui, nous avions une approche top-down où l'administration décidait et faisait exécuter par les acteurs. Aujourd'hui, il faut changer de paradigme pour cela. Mais comme on l'avait eu lors de la clôture du projet COSEPAS, beaucoup de pays sont engagés à intégrer la cogestion dans leur acte juridique ou dans leur politique de pêche au niveau de leur pays. Et cela peut en être une base légale de la mise en œuvre de la cogestion. Je pense qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, beaucoup de pays se sont engagés dans le processus de la cogestion des ressources halieutiques. C'est une cogestion basée sur l'avis et la collaboration des acteurs à la base, où on décide ensemble pour vraiment mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, l'administration est déterminante pour développer un mécanisme de vulgarisation des cas de réussite concernant les activités de gestion dans les zones environnementales. Donc, le rôle de l'administration aujourd'hui, comme je l'ai dit dans la cogestion, doit être vraiment défini et bien compris par cette administration. Mais le développement d'un cadre juridique, comme j'ai dit tantôt pour la gestion des ressources, la promotion et la vulgarisation, surtout de la cogestion des ressources halieutiques. Pour le rôle de l'administration, toujours dans la cogestion, dans le cadre de cette cogestion des ressources halieutiques, les administrations partagent avec les pêcheurs et les utilisateurs des ressources les différents défis liés à la gestion des ressources au niveau des villages et des communautés. Et ensuite, ils identifieront et proposeront ensemble des solutions qui soutiennent un peu la création et le renforcement des organisations de gestion des ressources. Et pour cela, il faut comprendre le niveau de conscience des pêcheurs à la gestion des ressources et développer leur engagement dans ce domaine. Fournir un soutien de derrière pour la formation des leaders, des pêcheurs de la gestion, engagés dans la gestion des ressources et leur organisation. Organiser un atelier pour élaborer un plan de gestion des ressources de façon participative avec les pêcheurs et les autres utilisateurs de la ressource. Quant aux utilisateurs de la ressource, nous pourrons prendre toute la chaîne de valeur, les industriels, le consommateur, les habitants et la communauté. L'administration et les pêcheurs mènent conjointement des activités de surveillance et de contrôle. Nous l'appelons aujourd'hui la surveillance participative. Elle est consacrée au Sénégal pour la surveillance au niveau de la pêche artisanale. L'administration décentralisée au niveau local travaille dans ce sens avec la commission de surveillance du comité local de pêche. Pour le développement du cadre juridique de la gestion des ressources, c'est de consacrer en fait la démarche cogestion dans nos textes au niveau local. Et sur cela, il faut d'abord faire le point sur l'état actuel et des défis du cadre juridique de la gestion des ressources, mais faire le point sur les défis relatifs au cadre juridique des systèmes de gestion des ressources halieutiques. Préparer des projets d'introduction, d'utilisation ou
de politique de soutien pour résoudre les défis. Procéder aux procédures d'approbation formelle de l'introduction d'institutions et de politiques de soutien. Pour la promotion et la vulgarisation des ressources, de la gestion des ressources halieutiques. Dans cette partie, nous expliquons comment l'administration des pêches, avec les leaders des organisations et de gestion de la ressource, peuvent jouer un rôle central dans la vulgarisation des cas de réussite de la cogestion des ressources halieutiques. Mais pour cela, il faut examiner les cas de réussite et analyser leurs facteurs, comme on l'a fait dans le recueil des cas pratiques de la cogestion, faire travailler les leaders des pêcheurs coude à coude avec l'administration des pêches, utiliser les opportunités de collaboration entre les différentes localités ou différentes organisations de gestion de la ressource. Au Sénégal, nous l'avons réussi parce que nous avons des comités locaux de pêche au niveau site, mais nous avons un réseau départemental des comités locaux de pêche, un réseau régional jusqu'à mettre en place un réseau national. Donc, utiliser les organisations de partenariats nationaux et les organisations de gestion de la ressource. Organiser ces gestions, mais aussi utiliser des organisations sous-régionales, comme c'est le cas avec le PRCM, ou aujourd'hui avec la commission sous-régionale des pêches, avec laquelle nous collaborons à travers ce projet, pour mettre en relation tous ces pays et avoir un guide harmonisé au niveau de la sous-région. Là, nous avons le plan de travail, le calendrier pour finaliser le guide de la cogestion qu'on est en train de mettre en place. Aujourd'hui, nous avons franchi l'étape de la version 2 qui est en train d'être révisée. Lors du comité conjoint, il a été mis en place un groupe pour réviser ce guide. Le relevant du contenu est mentionné sur la collecte des opinions des opérations des personnes concernées au niveau du Sénégal et dans les pays environnants. Cela se passera entre le mois de mars 2022 et décembre 2023. En cela, de phase intermédiaire, nous aurons des ateliers au niveau de la coordination, mais aussi nous aurons des visites au niveau des autres pays environnants. Nous l'avons déjà commencé avec la Guinée, ce qui se fera. Et ensuite, au mois de décembre 2020, nous aurons un atelier de partage pour la validation de ce guide qui va consacrer, à travers la deuxième phase, les activités pilotes et aussi comment mettre en place ce guide, le valider au niveau des différents pays pour en devenir un projet résultat du projet. Merci de votre attention. Je tenais à remercier tout le monde pour le suivi de cette activité. De façon résumée, voilà ce que nous avons concocté au nom du projet. Le résumé, un aperçu du guide, qui deviendra notre résultat final à la fin du projet, où il sera consacré toutes les informations de recueil, de cas de bonne pratique de cogestion, mais aussi de guide de bonne pratique pour permettre à chaque pays qui veut démarrer ou qui veut conforter ses activités de cogestion à travers ce guide, qu'il puisse vraiment en trouver le chemin et la procédure pour le faire. Merci.